C'est parti, monsieur. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à une autre de mes conférences. Contrairement aux conférences précédentes, aujourd'hui, je vous amène pas très loin de chez vous. La pandémie limite nos déplacements et on est forcément retourné sur nous-mêmes et dans notre milieu immédiat. Et je dirais que c'est pour le mieux, car ça permet la découverte de beaux trésors que l'on ne remarquait même pas, même si on est passé 1000 fois devant. La MRC d'Autrey jouit d'un patrimoine architectural et religieux formidable. Et c'est lui que je vous invite à découvrir aujourd'hui, en s'inspirant d'une étude que la MRC avait commandée à un groupe d'historiens et d'architectes en 2013. Cet inventaire est hélas trop peu connu, et pourtant il se veut un outil pour les municipalités autour de nous, quand vient le temps de statuer sur l'attitude à adopter devant les modifications, voire la démolition, qui sont envisagées pour tel ou tel bâtiment ancien. Comme je devais me restreindre sur le nombre d'édifices que je pouvais traiter dans cette conférence, je me suis limité à vous présenter aujourd'hui que les bâtiments classés supérieurs et exceptionnels de Berthierville et de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Lors d'autres conférences à venir, je vous présenterai les trésors de d'autres municipalités de la MRC d'Autrey. J'ambitionne, vous allez me dire que j'exagère, de faire de vous des experts en patrimoine, donc je vais vous donner la définition au fur et à mesure de la conférence de certains termes architecturaux qui parsèment mon exposé. Alors voici le plan de la conférence d'aujourd'hui qui va nous guider. Alors, je vais d'abord traiter des origines seigneuriales de la région de Berthier. Puis, on va passer à la revue des bâtiments. D'abord, on va regarder les bâtiments qui sont classés supérieurs dans Berthierville. Alors, ce sont des bâtiments qui se retrouvent soit sur la rue Frontenac ou la rue Montcalm. Alors, vous avez la Villa Montrepos, le manoir Cuthbert, le presbytère anglican, le manoir de Ligny, le foyer du Sacré-Cœur, l'ex-Banque nationale, la Berthier Grammar School, la Maison des médecins, la Villa Eugène Goudron, la Maison Franchère et la résidence Le Ferland. Puis, nous allons passer aux bâtiments classés exceptionnels de Berthierville. Vous avez le monastère des Dominicaines, la chapelle des Cuthbert et la Maison d'Avio. Puis, on va se déplacer, on va aller à Sainte-Geneviève-de-Berthier, voir les bâtiments de classification supérieure. Alors, il y a la Maison de la Tourelle et il y a le pont Grandchamp. Puis, nous allons voir les bâtiments classés exceptionnels à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Vous avez le 670 rang de la Rivière Bayonne Sud, le presbytère de Sainte-Geneviève-de-Berthier et l'église de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Je dois vous dire tout de suite que c'est pas une erreur d'avoir classé le presbytère et l'église dans Sainte-Geneviève-de-Berthier parce que il semble que ces deux bâtiments-là sont dans un petit terrain enclavé à l'intérieur de la ville de Berthierville, mais c'est un terrain qui appartient à Sainte-Geneviève. Je ne sais pas dans quelles circonstances ça s'est fait, mais j'ai pas trouvé d'explication à ça. Alors, voici, je vais vous parler d'abord des origines seigneuriales de la ville, de la région de Berthier. Alors, la seigneurie de Berthier a été concédée d'abord au sieur Hugues Randin en 1672 par l'intendant Jean Talon. L'île de la commune qui se trouve en face de Berthierville a longtemps été appelée l'île Randin, en l'honneur du premier seigneur. L'année suivante, après l'avoir acheté, M. Randin a vendu la seigneurie à un de ses collègues du régiment de Carignan, M. Alexandre Berthier, dont on voit ici le portrait. Alors, c'est de lui que la région tient son nom. Cette seigneurie, finalement, a été achetée en 1718 par Pierre de Lestage, qui était un marchand de Montréal. Elle passera ensuite entre les mains de ses neveux jusqu'en 1765, sous le régime anglais, où il a cédé à M. James Cuthbert, dont la famille la conserva jusqu'en 1864, soit jusqu'à l'abolition du régime seigneurial au Canada. Le règne des Cuthbert fut celui qui marqua davantage l'histoire de Berthier, et c'est pourquoi nous nous attarderons davantage sur celui-ci. Alors, M. Cuthbert était quand on voit ici le portrait, était un Écossais d'origine. Il avait fait sa carrière dans la marine britannique. Lors de la bataille des Plaines d'Abraham en 1759, il faisait partie de l'état-major
du général Murray. Il a quitté l'armée en 1765 et il se porte acquéreur de la seigneurie de Berthier. Lors de l'invasion américaine de 1775, il oblige ses colons à faire leur service militaire dans l'armée britannique, ce qui augmenta leur animosité à son égard. Pendant leur passage à Berthier, les patriotes américains ont incendié le manoir de M. Cuthbert et causé de graves dommages à son domaine. Finalement, M. Cuthbert a été fait prisonnier par les Américains et il a été envoyé en prison à Albany, dans l'État de New York. Il est revenu à Berthier en 1777, 2 ans plus tard, et il s'est fait construire un nouveau manoir sur les rives de la rivière Bayonne cette fois-là. Le voici, le second manoir de M. Cuthbert sur les rives de la rivière Bayonne. M. Cuthbert était de religion protestante, mais il se montrait néanmoins tolérant face à ses colons qui étaient tous des catholiques. Pour créer la paroisse de Saint-Cuthbert, M. Cuthbert a donné un terrain de 60 arpents et fourni la pierre pour la construction de l'église qu'on voit ici. Aussi, il donna un portrait de son saint patron et 2 cloches. À Berthier, il a fait don de tous les matériaux pour la construction de l'église Sainte-Geneviève, qui dura de 1781 à 1787. Il est mort à Berthier en 1798. Son fils, prénommé James comme son père, lui succéda comme seigneur, ayant fait ses études dans un collège anglais catholique de Douai, en France. Il fut ensuite lieutenant dans l'armée britannique. Il a été nommé juge à Trois-Rivières et fut élu député de 1796 à 1810. Lui-même est mort à Berthier en 1949 et il a été enterré dans l'église Sainte-Geneviève de Berthier. C'est donc dire qu'il s'était converti au catholicisme. Bon, maintenant, nous allons passer à la revue des bâtiments. Alors, on va commencer par la rue Frontenac, par la Villa Montrepos, qu'elle s'appelle, ou 660 rue Frontenac. C'est un bâtiment construit en 1878. Je dirais que c'est un des premiers duplex construits à Berthierville. Alors, c'est un bâtiment à 3 niveaux, en briques, avec un chaînage en briques aux angles du bâtiment. Le chaînage en briques, c'est des coins qu'on renforçait. On va le voir sur d'autres bâtiments. Des fois, c'est en pierre de taille, des fois, c'est en briques. On rajoute une épaisseur de briques pour faire plus solide dans les coins du bâtiment. Alors ici, on voit que le maçon s'est amusé. Il a fait un petit dessin avec des briques d'une autre couleur, petite arche, qui contourne et qui encadre bien la fenêtre. Ici, on voit l'arrière du bâtiment avec on voit que c'est un toit mansard. Je vous expliquerai tantôt ce que c'est un toit mansard, qui est 3 lucarnes, et des consoles qui supportent le toit au-dessus du balcon arrière. Alors, les poteaux qui supportent le balcon sont en bois tourné, évidemment. Et les fenêtres sont à battants et à grands carreaux. Et la porte à l'entrée du rez-de-chaussée est une porte double à battants et caisson. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est un toit mansard. C'est un toit à angle qui est appliqué sur les murs de l'édifice. Le chaînage d'angle, comme je l'ai indiqué tantôt, c'est une partie de renfort de coin de mur en pierre de taille ou en briques. Monsieur Chenevert, député provincial de Berthier, a été propriétaire de ce bâtiment-là à une certaine époque. Bon, maintenant, je vous amène visiter le manoir Cuthbert, du 710 rue Frontenac, à l'angle de la rue de Champlain. Année de construction 1853. Cette maison a été construite et habitée par Edward Octavian Cuthbert, petit-fils de James Cuthbert père. Monsieur Octavian a été maire de Berthier et député fédéral. En 1849, James Cuthbert fils décède au manoir de Berthier, laissant dans le deuil 12 enfants nés de son second mariage. Edward hérite de la seigneurie. 4 ans plus tard, il épouse Mary Boswick. Comme le vieux manoir familial sur le bord de la rivière Bayonne
a besoin de très coûteuses réparations. Il préfère plutôt aller s'installer sur le bord du fleuve, sur la rue Frontenac. Le vieux manoir, finalement, sera démoli en 1910. Alors, le couple l'abandonne pour aller s'installer dans une confortable maison sur les bords du fleuve. Après le décès de M. Edward Octavian, la maison a été acquise en 1894 par le pasteur anglican qu'on voit ici, le révérend Henry Kitson, qui a desservi les protestants de Berthier de 1919 à 1924. Alors, le style de la maison, c'est une maison hors type, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de style en particulier, elle a une valeur d'authenticité, d'usage et historique. Son milieu est supérieur et son état physique est bon, d'où sa valeur patrimoniale supérieure. L'ancien presbytère anglican du 610 sur la rue Frontenac, construit en 1855. Le premier occupant de la maison a été le révérend irlandais William Chadwick Merrick, qui dessert les Anglicans de Berthierville et de Louisville. Lui ont succédé plusieurs pasteurs avant que la maison soit vendue en 1917 par l'évêque anglican de Montréal, le très révérend M. Farting, à M. Laurent Ménard. À partir de ce moment-là, évidemment, vous avez compris que la maison change de vocation et devient une simple résidence. Le style de la maison, on dit que c'est un vernaculaire américain. Je t'expliquerai tantôt ce que c'est que vernaculaire. Le revêtement mural, c'est une planche en bois à déclin. Les fenêtres sont des fenêtres à battants et impostes. Les portes sont à caissons avec vitrage et impostes. La toiture est une toiture à deux versants, en tôle agrafée. L'ornementation, on en voit dans les retours de corniche et dans les chapiteaux ioniques des colonnes du toit de la galerie. Et également, vous allez voir, ici, c'est les chapiteaux des colonnes ioniques. Je vais expliquer tout de suite ce que c'est. Alors, le chapiteau, évidemment, c'est l'ornement au sommet d'une colonne. Et ionique, bien, il y a trois styles classiques dans l'art gréco-romain. Il y a le style ionique, le style dorique et le style corinthien. Ici, les petits volutes, là, ça, c'est le style ionique. Et ici, il y a très joli fronton bicolore, noir et blanc, avec une espèce de motif irradiant. Vernaculaire, ça veut dire que c'est une construction qui est faite par son utilisateur, qui n'est pas nécessairement un professionnel de la construction. Bon, la maison voisine du manoir Cuthbert, c'est le manoir de Ligny, du 720-724 Frontenac, construit en 1821. Alors, Jacques de Ligny, qui était le député de Warwick, c'était le nom que portait autrefois le comté de Berthier, au Parlement du Bas-Canada, achète ce terrain en 1820 et construit cette maison l'année suivante. Elle deviendra la résidence de seigneur de Berthierville, occupée notamment par David Morrison Armstrong, député de Berthier et au Parlement du Canada uni, de Mary Cuthbert, de John et de Mary Cuthbert Bostwick. Le style de la maison, c'est une maison qu'on dit palladienne. Je vous expliquerai pourquoi. Le revêtement mural, c'est un crépi blanc. Comme ornementation, il y a des colonnes, il y a des impostes, il y a des chambranles. Une toiture à 4 versants en tôle agrafée. Des lucarnes triangulaires, comme on peut voir ici. Il y a une unique lucarne triangulaire en haut. Des fenêtres à battants à grands carreaux. Des portes à caissons et à vitrage. Un balcon monumental supporté par des colonnes à fûts bombés et à chapiteaux ioniques. Encore là, on voit le même type de colonne qu'on retrouvait sur le presbytère anglican. Alors, palladienne, quand je dis que le style de la maison, c'est palladienne, c'est fait référence à un architecte italien de la Renaissance, Palladio, qui a été célèbre, qui a créé toutes les règles de l'architecture néoclassique. Le fût de la colonne, c'est l'espace entre le socle de la colonne et le chapiteau. Ça, c'est le fût de la colonne. On dit qu'il est bombé.
ici. Les chambranles, ben, ça, c'est les cadres de portes et de fenêtres, tout simplement. On voit l'autre façade. Ça, c'est Mary Bostwick qui a habité cette maison-là. Une descendante de M. Cuthbert. Bon, je mène maintenant au foyer du Sacré-Cœur sur la rue Montcalm. Construit ça, c'est beaucoup plus récent, en 1926. C'est une maison qui abrite de résidences pour personnes âgées. Alors, le style de la maison, on dit que ça n'a pas vraiment de style, c'est de l'éclectisme architectural. C'est-à-dire, on a pigé des éléments dans un style et dans l'autre et on a fait un ensemble avec ça. Vous allez voir, vous avez deux grandes galeries en bois superposées, très jolies. Le reste de la maison est recouvert de briques. Et la toiture, c'est une toiture plate multicouche. Les fenêtres, c'est des fenêtres non traditionnelles, de même que les portes, qui sont des portes modernes. Alors, il n'y a pas vraiment de patrimoine là. Ici, le maçon s'est amusé à faire un motif de croix avec la brique et dans le centre, il a mis une pierre avec un cœur à l'intérieur. Ça, c'est une des portes d'entrée modernes de l'édifice. Ici, c'est Saint-Joseph et l'enfant Jésus sous la neige. L'entrée principale du foyer Sacré-Cœur. Ça, c'est la Vierge qui est sur le terrain. Et ça, une dernière vue du balcon du foyer Sacré-Cœur. Bon, maintenant, je vous amène à la maison Forneret, 800 Frontenac, à l'angle de la rue Gilles-Villeneuve. Construit en 1855. Alors, celui qui a fait construire cette maison-là, c'était Charles Alexander Forneret, qui était un notaire, et le fils de Georgiana Cuthbert, donc une des filles de James Cuthbert père. Donc, M. Forneret, c'était comme un des petits-fils de M. James Cuthbert. Alors, on n'a pas vraiment de style, ça, c'est une maison hors style, comme on dit. C'est un toit à pavillon en métal avec des joints agrafés qu'on peut voir. Et au centre, il y a une tourelle très, très jolie. Le revêtement de la maison est en briques rouges et il y a comme j'ai dit, il y a une tourelle ici qu'on voit. Il y a aussi un perron surmonté d'un balcon. Les fenêtres sont non traditionnelles, mais à grands carreaux. Les portes sont des portes pleines avec vitrage. Le chaînage, comme je disais, le renforcement des coins, comme on a vu dans la Villa Monrepos, mais ici, c'est en pierre de taille. Plus chic. La corniche est à console. Il y a des consoles qui soutiennent l'avancement de la corniche. Et les balcons sont essentiellement seulement décoratifs parce que le garde-corps est beaucoup trop bas pour être protégé. C'est plus une décoration qu'autre chose, ces petits balconnets-là, surmontés, soutenus par des consoles. Alors, on voit l'arrière de la maison. Il y a comme une deuxième maison qui a été adjacente à la première maison. J'imagine qu'elle a été construite probablement à la même époque. Et on voit ici très bien le chaînage, les pierres d'angle, les petits balconnets soutenus par des consoles, et des consoles qui soutiennent l'avancement de la corniche. Et il y a aussi des linteaux en pierre qui supportent les linteaux au-dessus des ouvertures. Alors, pour vous donner la définition des balustrades. Alors, le balustrade d'un balcon, c'est une rangée de balustres. Les poteaux, là, ça s'appelle des balustres. Et ça part du socle jusqu'à une tablette sur le dessus. Le linteau, comme on vient de voir ici, c'est un élément au-dessus d'une ouverture qui supporte le mur au-dessus. Et les consoles, comme on voit ici, qui soutiennent à la fois, il y en a sous le balcon et sous la corniche. C'est des supports en forme de volute ou de spirale pour supporter une corniche ou un balcon. Très, très jolie entrée. Bon, maintenant, on revient sur
un peu plus vers l'est, l'ex-Banque nationale du 461 rue Frontenac. Construite là aussi c'est plus récent, 1920. C'était la coutume à l'époque quand les banques construisaient des succursales dans les villages, les petites villes, ils faisaient des bâtiments comme celui-ci, à 2 étages. Alors, au rez-de-chaussée, vous aviez les activités de la banque et à l'étage, vous aviez un logement. 9 fois sur 10, c'était le logement du gérant de la banque qui habitait au-dessus de la banque. Donc, pour la banque, c'était sécuritaire parce qu'il y avait comme un gardien 24 heures par jour au-dessus des activités bancaires. Alors, c'est un édifice de style néoclassique parce que on peut voir ici le portail, il y a un fronton et très classique et aussi les linteaux au-dessus des fenêtres. C'est des linteaux en pierre avec une fausse clé de voûte ici. C'est la même chose ici. Vous avez des pilastres en briques avec des chapiteaux, je dirais peut-être doriques. Et vous aviez une très large corniche sur le dessus. Bon. Malheureusement, l'édifice est pas en très bon état. Comme on peut voir ici, la corniche manque singulièrement de peinture. Et je pense que les joints de maçonnerie auraient intérêt à être refaits aussi. Je ne sais pas qui est le propriétaire de l'édifice actuellement. Je ne sais pas si c'est encore la banque. En tout cas, il pourrait s'en servir un peu mieux. Ouais, ça c'est le Berthier Grammar School. Avant d'entreprendre la préparation de la conférence, j'avais jamais su qu'il y avait qu'il y avait déjà eu une école anglophone à Berthier. Eh bien oui, c'était la Berthier Grammar School du 562 rue Montcalm, au coin de la rue Sainte-Foy, construite en 1880. Finalement, c'est un bâtiment de style néo-gothique. Quand on voit qu'il y a un pignon comme ça, excusez-moi, qui vient interrompre la façade, on peut dire que c'est néo-gothique. Alors, c'est quand même un assez grand bâtiment. Et à partir de 1895, elle s'est appelée l'école Saint-Alban. Elle était dirigée par des pasteurs anglicans et par des laïcs. Elle se trouvait, entre autres, en mettant sur Sainte-Foy, pas très loin du presbytère du pasteur anglican. Vous voyez, il y a une plaque sur le bâtiment qui est un bâtiment en déclin de bois. Alors, j'ai mis la main en faisant de la recherche sur un prospectus que l'école Saint-Alban avait fait imprimer et distribuer à Montréal dans le but de recruter des élèves qui viendraient étudier à leur école à Berthier. Imaginez. Alors, ce document-là a été produit en 1897. Il aurait été préparé pour le directeur ou headmaster, M. Bolden, qui était un diplômé du Trinity College et du King's College en Angleterre. Je vais vous en citer certains extraits. Alors, il s'adresse aux gens de Montréal. Il dit « Le CPR offre le service par rail partant pour Berthier, un voyage de moins de 2 heures sur une distance d'une 50aine de milles. Durant l'été, un bateau à vapeur surnommé Berthier, la Richelieu and Ontario Steamship Line, fait la navette 2 fois par semaine avec Montréal. L'école est située à une distance sécuritaire du fleuve. Vous ne savez pas vous en faire pour vos enfants. La salle de classe et le réfectoire sont bien ensoleillés et aérés. Les chambres à coucher contiennent de 2 à 3 lits. Il est possible d'avoir une chambre privée. Les installations sont chauffées et ont l'eau chaude, imaginez. Nous préparons les élèves pour qu'ils puissent accéder à McGill et autres universités. Comme la connaissance du français est une nécessité, nous portons une attention particulière à son enseignement. Un bref service religieux est donné le matin et le soir. La participation à des sports virils est fortement encouragée.
Les frais de scolarité, incluant l'hébergement et l'alimentation, sont de 260 $ par année pour les enfants de moins de 12 ans et de 300 $ pour les plus vieux. En 1892, il y avait 38 élèves qui fréquentaient cette école. Alors, c'est une très jolie école, très joliment décorée, même si elle est en mauvais état actuellement, elle a régulièrement besoin de restauration. Mais on voit qu'il y a une attention particulière qui a été portée à la décoration. Ici, on voit le pignon d'une des lucarnes. Alors, il est mentionné dans le rapport de 2013 par les historiens et architectes que la municipalité devrait interdire sa démolition et préserver son ornementation, entre autres. Ici, on voit le garde-corps, on vous en parler tantôt, parce qu'on le voit, c'est un phénomène qui se répète sur plusieurs des bâtiments. C'est le garde-corps typique de la région de Dautré, semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a un garde-corps pour la galerie du rez-de-chaussée, mais il n'y a pas de poteaux de barotin, si on veut. C'est simplement quelques poteaux avec de l'ornementation autour de la main courante. Et voici un poteau tourné avec une jolie décoration pour aller rejoindre la poutre du plafond. Bon, la maison des médecins maintenant. Du 810 rue Montcalm à l'angle de Gilles Villeneuve. Année de construction 1836. Le terrain où se trouve cette résidence a été concédé en 1710, sous le régime français donc, par Dame de Villemur, qui était la seigneuresse de Berthier. Le docteur Louis-Marin Barbier, qui était le député du comté de Warwick, maintenant Berthier, comme je l'ai dit tantôt, au Parlement du Bas-Canada, a fait construire cette maison en 1836. La maison sera habitée par des médecins, dont le plus récent, qui vécut de 1957 jusqu'à 2016. L'édifice a été modifié dans la première moitié du 20e siècle. Alors, le style de la maison, on appelle ça le style Foursquare, c'est-à-dire c'est une maison carrée, les quatre côtés étant à peu près égaux. Ici, on voit, il y a une galerie devant, pleine largeur, surmontée d'un petit balcon au centre. Les corniches, il y a des consoles qui soutiennent l'avancement de la corniche. Il y a des persiennes et il y a des impostes aux fenêtres et à la porte principale. Les portes qu'on voit ici sont considérées comme étant des portes, ne sont pas des portes d'origine, semble-t-il. Alors, puis le toit, c'est un toit à 4 versants en bardeaux d'asphalte, des lucarnes à croupe. Ça aussi, la municipalité interdit sa démolition, devrait interdire sa démolition. Alors, voici je sais pas si c'est la salle à manger ou quoi. C'est un très, très beau terrain avec beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation sur le terrain. Magnifique demeure, très grande. Avec ça, c'est des lucarnes à croupe qu'on appelle. Alors, il y a une plaque à la porte qui dit « Maison Louis-Marie et Raphaël Barbier ». Cette maison a appartenu également au docteur Olivier-Marie Gendron et son épouse Thérèse Fortier-Gendron de 1959 à 2016. C'est quand même tout un bail. Bon. On reste sur la rue Montcalm. À peu près en face de la Grammar School, il y a cette maison-là qui est surnommée dans le rapport la Villa Eugène. Alors, c'est une maison qui a appartenu à M. Eugène Goudron et elle a été construite en 1889. M. Goudron était un manufacturier, agent d'assurance et commerçant. C'est lui qui a fait construire cette maison. Alors, on dit que c'est le style néo-gothique, un peu comme la Grammar School, c'est-à-dire que vous avez un pignon en plein milieu de la façade. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elle a des fenêtres, on dit des fenêtres palladiennes. Ici, vous avez une fenêtre palladienne, vous allez voir, il y en a sur d'autres façades aussi, je vous expliquerai ce que c'est. Vous avez des fenêtres à battants, à grands carreaux.
Vous avez une porte à un poste latéral et supérieur au rez-de-chaussée. Vous avez un garde-corps, comme je disais tantôt, un garde-corps typique de la région de Dautré, avec simplement une main courante supportée par des poteaux ouvrés, comme on dit, travaillés, sculptés. Et on voit ici une autre fenêtre palladienne sur le côté. Et vous allez voir, il y en a une autre sur l'autre façade aussi. Vous voyez, il y a une autre fenêtre palladienne. Alors, une fenêtre palladienne, c'est une fenêtre, ça vient du mot palladio, comme j'en ai parlé tantôt, l'architecte de la Renaissance italienne. Alors, une fenêtre palladienne, c'est une fenêtre avec la partie centrale, c'est une fenêtre plein cintre, c'est-à-dire avec un dessus en arc de cercle et flanqué de deux plus petites fenêtres rectangulaires. C'est ce qu'on appelle une fenêtre palladienne. Ici, vous avez des linteaux très décoratifs au-dessus des fenêtres. Alors ici, vous avez une galerie qui fait plus qu'une élévation. Et vous avez une décoration ici, juste en dessous de la corniche du balcon. On appelle ça un lambrequin. Un lambrequin, c'est un bandeau d'ornement en bois ou en tôle ajourée, en bordure du toiture. Ici, on voit le petit balcon au-dessus de l'entrée avec sa jolie porte et la fenêtre palladienne en haut. Il y a une plaque, c'est écrit Villa Eugène 1889. Remarquez la jolie décoration au-dessus des fenêtres. Alors, c'est une très, très jolie maison. Alors, ici, on voit un peu le détail du lambrequin, là, à la tête ici, c'est la main courante typique des maisons de Dautré. Ici, on voit le lambrequin ajouré, avec des consoles qui supportent l'avancement du plancher du balcon au-dessus. Bon. Là, on va passer à la résidence Franchère, maison Franchère, qui est au 860 de la rue Frontenac. Alors, c'est une maison, comme vous pouvez voir, dans le style traditionnel québécois. Pour ce qui est de la toiture, c'est une toiture en métal, évidemment, avec en tôle agrafée. Alors, il y a deux types de toitures dans les maisons québécoises. Vous avez une toiture qui peut être à deux versants, comme ici, une toiture qui peut être droite, ou vous avez une toiture qui peut être recourbée, comme celle-ci. L'idée d'avoir une toiture recourbée, c'est qu'en hiver, ça projette la neige plus loin que simplement tomber plouc devant l'entrée. Alors, certaines maisons ont des toitures droites, d'autres des toitures recourbées comme celle-ci. Alors, cette maison Franchère, construite en 1829, a été restaurée par un navigateur qui s'appelait Olivier Gendreau. Alors, c'est lui qui a fait ajouter les deux lucarnes au toit, la galerie et la corniche au-dessus de la galerie. Alors, c'est une maison recouverte de planches de bois à déclin. Là aussi, il y a un lambrequin, vous allez voir, sous la corniche de la galerie. Voici, il y a une plaque à la porte. On voit un peu le lambrequin ici, on va le voir mieux tantôt. Voyez, bon, ici, vous voyez le lambrequin, c'est comme je disais tantôt, c'est une décoration perforée. Ici, c'est en bois, ça aurait pu être en métal aussi, avec une très jolie décoration à la tête de la colonne. Bon, cette maison, c'est la résidence Le Ferland, de 1290 Frontenac. Là, on s'écarte du centre de Berthierville, construite en 1897. C'est une grosse maison qui comprend 4 logements. C'est encore là, on voit le pignon en plein centre de la façade. Donc, c'est une maison de style néo-gothique. Et vous avez une même fenêtre palladienne. Il faut croire que c'était à la mode à l'époque, avec la fenêtre plein cintre dans le milieu et des petites fenêtres latérales rectangulaires de chaque côté.
Ce qui est formidable ici, c'est que vous avez des consoles très, très bien exprimées qui sont arrangées, aménagées par paire pour soutenir la corniche du toit. On les voit ici. Très, très jolie maison en déclin de bois. Quand je suis allé faire les photos, j'ai eu l'occasion de parler avec le propriétaire qui, malheureusement, racontait que l'hiver dernier, il y a eu un grave accident. Je pense qu'il y a 3 gros arbres qui sont tombés sur la maison, causant des dommages, de l'infiltration d'eau, etc. On voit un peu ici que ça a été réparé derrière, sommairement. Puis il racontait que quasiment 1 an plus tard, il est encore en discussion avec les compagnies d'assurance pour faire réparer la maison, pauvre monsieur. Alors, voici les fenêtres à petits carreaux, très, très jolies, au rez-de-chaussée, avec les persiennes. On voit ici, il y a aussi des consoles qui supportent le petit balcon au-dessus des entrées principales. Et remarquez encore là les magnifiques consoles qui supportent l'avancée du toit. Bon. Là, on va monter d'un cran, on va passer au bâtiment classé exceptionnel. J'aurais reconnu le monastère des Dominicaines de la rue Frontenac. Année de construction 1934. Ce bâtiment qui a défrayé les manchettes nationales en l'an 2020, les religieuses, voyant leur nombre diminuer sérieusement, avaient décidé de vendre leur couvent à un entrepreneur développeur. Ce dernier a obtenu de la municipalité de Berthierville un permis pour démolir le bâtiment. Or, un groupe de citoyens a ameuté la presse et la population pour s'opposer avec vigueur à cette démolition. La rumeur populaire s'est rendue jusqu'à Québec et la ministre des Affaires culturelles et des Communications a demandé de ne pas aller de l'avant avec la démolition et a éventuellement émis un avis de classement de l'édifice comme bien patrimonial. Il faut noter qu'en 2013, dans son rapport sur le patrimoine architectural, la MRC d'Autriche jugeait le monastère comme ayant une valeur patrimoniale exceptionnelle et recommandait à la municipalité d'en interdire la démolition. Conseil qui, de toute évidence, n'a pas été entendu. De plus, le rapport mentionne que l'édifice offre un important potentiel de mise en valeur. Alors, ce monastère a été réalisé selon les plans et devis d'un professeur de l'École des Beaux-Arts de Montréal, M. Joseph Larue. C'est dans le style néo-roman. Il y a un perron monumental. L'ornementation, ce sont des pierres encastrées dans la brique. Mais c'est rien de très... Il n'y a pas de flafla dans ce bâtiment-là. C'est très, très sobre et très simple dans le style monastique. Ici, c'est la chapelle qui a été rajoutée en 1963. Avec, on voit une espèce de simili-clocher, et ici une tour, genre de campanile qui rappelle la Renaissance italienne. Ici, c'est l'entrée principale avec les portes à double battant. Aussi, les pierres incrustées dont je parlais, là, comme décoration, c'est ce genre-là. Ici, il y a une coupe de vues à l'intérieur d'un grand passage et de la chapelle où les sœurs assistaient aux offices. Le monastère a abrité les religieuses pendant 86 ans. Il a déjà compté 45 sœurs dans les années 70. Ça a été un lieu d'hôtellerie qui accueillait les gens en quête de repos. Il y avait aussi un atelier de fabrication d'hosties dans le sous-sol du monastère. Alors ça, comme je disais, c'est un exemple de l'architecture monastique qui est caractérisée par la sobriété et la simplicité. Un autre bâtiment exceptionnel à Berthierville, la chapelle des Cuthberts, du 461 de Bienville. Année de construction, ça c'est vieux là, 1786. C'est un petit lieu de culte presbytérien, la chapelle des Cuthberts. Elle est classée bâtiment patrimonial depuis 1958 et est donc d'une valeur exceptionnelle. Ses murs sont en pierre, recouverts d'un crépi à la chaux et son toit est à 2 versants droits.
recouvert de bardeaux de cèdre. Les fenêtres à battants sont cintrées et à petits carreaux. Le bâtiment se démarque de son architecture simple qui ressemble aux chapelles catholiques du 18e siècle et à celles des maisons de son époque. Le chevet, c'est-à-dire l'arrière de la chapelle, est plutôt plat plutôt qu'en hémicycle. Le toit à pignon est surmonté d'un clocher sur une de ses extrémités. Une entrée secondaire est percée dans un mur pignon et donne accès à la tribune arrière. Ça, ce petit escalier-là donne accès directement à la tribune arrière dans la chapelle. Il s'agit d'un élément rare, car habituellement, l'accès à cette tribune se fait de l'intérieur de la chapelle. Mais j'imagine parce que la chapelle était tellement petite qu'ils ont fait de l'accès à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. C'est une adaptation faite au culte presbytérien et fait ainsi de cette chapelle un bâtiment exceptionnel. Elle a une valeur historique comme étant le premier bâtiment dédié au culte presbytérien, le premier de culte protestant au Québec. Ce culte étant propre à l'Écosse. Au niveau patrimonial, la chapelle des Culbert est classée exceptionnelle. C'est l'un des 6 bâtiments de Berthierville à se mériter cet honneur. James Cuthbert avait fait construire cette chapelle pour y inhumer son épouse Catherine Cairns. Pour cette construction, le maçon a été M. Antoine Leblanc, le menuisier M. Pierre Fourré. Elle servit ensuite de lieu de culte pour la famille du Seigneur et pour les familles protestantes des environs. Le service religieux eut lieu par intermittence, car il était difficile de trouver un pasteur, étant donné le nombre restreint de fidèles qu'il y avait dans la région. Au début du 20e siècle, la chapelle est dans un état de délabrement avancé, car non utilisée. Alors, le gouvernement du Québec en fait l'achat en 1927. Après sa restauration complète, le bâtiment est classé patrimonial en 1958. Imaginez, il y avait sous la tribune arrière de la chapelle, il y avait un charnier pour les membres de la famille, incluant M. James Cuthbert. Les dépouilles ont été exhumées et enterrées dans le cimetière Saint-James, en plein cœur de Berthierville, derrière l'hôtel de ville, en 1866. Ça, c'est une autre chose que peu de gens connaissent, qu'il y a un cimetière anglican en plein cœur de Berthierville. Contrairement aux églises catholiques, la porte d'accès principale à la chapelle ne se trouve pas dans une façade à pignon, mais sur un des murs latéraux, comme dans une résidence. Ça, c'est la tribune arrière, justement. Bon. La dernière maison exceptionnelle de Berthierville, c'est la maison d'Aviot, située au 760 rue Frontenac. Année de construction 1889. Cette maison a d'abord été occupée par le siège de la Banque Ville-Marie, puis par la Banque nationale. Elle a été la propriété de M. Joseph-Oscar d'Aviot, puis de son fils, tous deux ayant été maires tour à tour de Berthierville. Le style de la maison, c'est le style Queen Anne. La maison est en forme de L au coin de la rue, en face du parc. Alors, les fondations sont en pierre, les murs sont en briques. Il y a une galerie qui fait plus qu'une élévation, comme on peut voir ici. Il y a une toiture en 4 versants, style pavillon. Alors, comme ornementation, il y a la corniche à console. On voit ici la console, la corniche du toit avec ses consoles. Le lambrequin, il y a un lambrequin sous le toit de la galerie. Et il y a des lucarnes à pignon aussi, comme vous pouvez voir ici. Les fenêtres sont non traditionnelles, à grands carreaux. La porte d'entrée principale est à double battant. Alors, selon le rapport, les éléments préservés, il y a l'ornementation, le garde-corps typique de la MRC d'Autré. On verra, ici on voit très bien les lucarnes à pignon et les consoles qui supportent l'avancée du toit. Et les joliment décorés linteaux en bois au-dessus des fenêtres. Il y a également une espèce de tourelle à pignon
avec un mât qui en sort à l'angle des deux rues. Et aussi les portes à deux battants qui sont des portes vraiment très jolies avec des reliefs dans l'intérieur de chacune des portes. Ici, les décorations qu'on voit ici, on appelle ça des denticules. C'est des petits blocs, des cubes saillants qui sont répétés plusieurs fois sous une corniche. Alors, ici, vous avez une console. Entre chaque console, il y a des denticules. Bon. Maintenant, on se déplace à Sainte-Geneviève-de-Berthier. On va regarder deux bâtiments de classe C supérieure. Ici, c'est le manoir de la Tourelle du 120 rang de la Bayonne Nord, construit en 1888. C'est une très grande maison qui sert maintenant d'auberge, qui est de style éclectique, c'est-à-dire comme je disais tantôt, on prend des éléments d'un style ou de l'autre et on fait un ensemble avec tout ça. Ici, vous voyez les poteaux qui supportent la galerie avec le joli pavillon qui supporte le toit. Oui, une très jolie tourelle, un peu de style romantique, je dirais, avec des bardeaux multicolores sur le toit en pignon. Voici des portes à double battant, une galerie qui fait plus qu'une élévation. Et vous avez ici un genre de vitrail avec l'année de construction de la maison. Alors, c'est un très, très beau terrain. La maison est en bon état et c'est un excellent environnement. Et ça lui vaut donc une classification de valeur patrimoniale supérieure. Bon, maintenant, le pont Grandchamp. Êtes-vous là, M. Lannoy? Alors, voici le pont Grandchamp, construit en 1918. 113 pieds de long, 14 pieds de large. C'est le dernier pont couvert de la région de la Naudière. Dans les années 70, il était en mauvais état. Et il a été fermé de 1977 à 1998. 21 ans, il a été fermé. Jusqu'à temps qu'en 1996, il fait l'objet d'attention de la part des riverains, des gens qui habitaient tout près, qui ont fait des corvées pour le restaurer, le solidifier, le redresser et réparer son toit. Il a été ouvert à la circulation par la ville en octobre 1996 en grande pompe. Les fermes de toit, les fermes qui supportent le pont, on appelle ça des fermes Town à Treillis, qui ont été brevetées en 1820 par un architecte américain du nom de M. Town, évidemment. Elles comportent des jambes de force qui relient les poteaux aux poutres horizontales. Et sur le dessus, il y a du contreventement pour parer aux effets du vent, des poutres en diagonale qui relient les poteaux entre eux. Et il y a un parement, évidemment, en bois sur les côtés et un lambris extérieur. Alors, le pont est de valeur patrimoniale supérieure. Alors, il y a des soupers à des fins caritatives qui sont habituellement tenus en juin depuis quelques années. Le centenaire du pont a été célébré en juin 2018 lors d'un souper spectacle. Et le pont a été classé bien patrimonial par la municipalité en 2018. Le nom de Grandchamp lui vient du cultivateur qui a surveillé la construction, M. Arthur Cornelier, dit Grandchamp. Alors voilà pour le pont Grandchamp. Bon, une maison qui est de qualité exceptionnelle, selon le rapport, c'est le 690 de la rivière Bayonne Sud. Année de construction, tenez-vous bien,
1712, estimé selon son propriétaire. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas trop. Ça aurait été construit, évidemment, dans le régime français. Présumément, cette maison aurait abrité à la fois, à la suite successivement, une boutique de forge ou celle de voiturier. Elle aurait été aussi la première auberge de la municipalité, possiblement construite par Alexandre Berthier lui-même. Elle daterait donc du régime français selon les dires de son propriétaire. Au point de vue volumétrique, elle s'apparente à l'architecture des premiers bungalows érigés au début du 20e siècle, parce qu'elle n'a qu'un seul étage. Ça a été construite avant 1850, cette maison a sans doute été transformée au début du 20e siècle. Son style, c'est d'inspiration néoclassique. Le revêtement mural est en bardeaux de bois, une cheminée en briques, une ornementation des planches cornières, des chambranles. La toiture est à 4 versants en pavillon en tôle agrafée. La lucarne est en appentis et les fenêtres sont non traditionnelles. Les portes à double battant à panneaux avec vitrage. La municipalité devrait en interdire la démolition selon leur rapport. L'édifice a singulièrement besoin d'entretien et de réparation toutefois. Bon, le presbytère de Sainte-Geneviève de Berthier maintenant. Construit en 1906, selon les plans et les devis de l'architecte et entrepreneur Alphonse Durand. Les plans avaient été approuvés l'année précédente par l'évêque de Joliette. Alors, c'est de style Second Empire. Un édifice avec un toit mansardé. On peut voir ici un toit mansardé, c'est un toit comme ça, avec en deux pentes différentes. Une galerie surmontée d'un balcon. On voit la galerie surmontée d'un balcon avec des colonnes de style dorique. Il y a des chaînages d'angles, des colonnes de chapiteaux doriques et un couronnement. Alors, là, évidemment, les portes d'entrée principales sont à double battant. On peut voir ici avec vitrage et panneaux. Des chambranles en pierre de taille, alors que le reste des murs est en pierre à bosse. On se cachera pas, le presbytère est en très mauvais état. Il aurait besoin d'être restauré, mais je comprends que la fabrique ne doit pas avoir beaucoup de sous à mettre là-dessus. Mais on voit ici, c'est détérioré un peu partout au niveau de la toiture, entre autres, et de toutes les boiseries. Alors, sur le terrain, par contre, il y a, si on peut retourner un peu en arrière, il y a une cloche devant le presbytère, donnée par le seigneur James Cuthbert, qui l'avait dédiée à sa femme Catherine, tel que le démontrent des inscriptions en français sur la cloche. Maintenant, on va aller voir l'église juste à côté, construite à peu près en 1781 et 1787. Alors, magnifique église, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a dédié à Sainte-Geneviève? Parce que la fille cadette d'Alexandre Berthier s'appelait Geneviève. Alors, la première église fut inaugurée en 1724, alors que Pierre de Lesage était le seigneur depuis 6 ans. Elle est bénie en 1729 sous le vocable Sainte-Geneviève. L'année 1745, comme déjà mentionné, marque l'arrivée du premier curé résident. En 1781, on juge que l'église est rendue trop petite. Alors, les paroissiens demandent l'autorisation au seigneur James Cuthbert, qui opte pour lui plutôt qu'un agrandissement. Il dit, je préférerais qu'on construise une nouvelle église au complet. Alors, c'est ça qui a été fait. Il a même financé la construction de la nouvelle église. Elle est donc érigée entre 1781 et 1787 sur un site assez en retrait du fleuve pour éviter la crue des eaux printanières.
Certains éléments de l'église précédente ont été conservés dans le mobilier et le tabernacle du maître-autel. Au début du 19e siècle, l'église est modifiée de façon importante. En 1812, il y avait, semble-t-il, un clocher central à l'origine. Alors, on remplace le clocher central par deux clochers latéraux à double lanterneau. Et en 1819, le pignon est rehaussé à la hauteur des tours et une niche est aménagée dans le fronton pour y mettre la statue de Sainte-Geneviève. À l'intérieur, une tribune arrière, c'est-à-dire un jubé arrière, est aménagée. Et en 1841, la sacristie est prolongée d'environ 9 mètres. De 1844 à 1850, l'église est agrandie par la reconstruction des longs pans. C'est-à-dire qu'on a, il y a la nef, il y avait les murs latéraux dans la nef qui ont été changés et ils ont été rebâtis pour élargir la nef. On s'est enligné avec les nouveaux clochers. Alors ça, on voit ici que le mur latéral de la nef est enligné avec le mur du nouveau clocher. Alors c'est un agrandissement qu'on a fait en 1844 à 1850. En 1924, les portes des tours sont agrandies et dotées de portails en pierre de taille. Oui, c'est une pierre. Les murs sont des murs, on dit des murs à moellons, c'est-à-dire en genre de pierre des champs, sauf pour la façade principale. Alors, l'église de Sainte-Geneviève de Berthier a été construite en 1682 à 1687. Bénédiction en mois d'août 1687. Il y a eu des agrandissements, comme je l'ai dit, 1802, 1831, 1844. Le terrain est donné par Mme Alexandre Berthier Junior le 3 novembre 1710. On voit ici à l'arrière l'hémicycle derrière le chœur. Et voici la sacristie. C'est des très jolies fenêtres avec des fenêtres arrondies qui vont bien avec les oculus qu'on trouve. Et le contour de ces fenêtres-là est fait en pierre de taille. Alors, à l'intérieur, il y a 5 sculpteurs et un peintre qui ont fait de l'intérieur de l'église un vrai musée. Il y a environ 1000 pièces de bois qui sont recouvertes, qui ont été sculptées et recouvertes de feuilles d'or. La décoration du chœur, sauf l'autel, les bancs et la chaire, sont l'œuvre des sculpteurs Amable Gauthier et Alexis Millet. Louis Dulompré, lui, a peint les tableaux dans l'église, sauf celui au-dessus du maître-autel. L'église est implantée en retrait de la voie publique et fait face à un grand espace paysager, dégage une vue sur le fleuve Saint-Laurent. Cette église est bel et bien située dans la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier, comme je l'ai dit au début, dans une enclave à l'intérieur des limites de Berthierville. C'est aussi la plus vieille église du diocèse de Joliette. On voit ici un oculus sur la façade, une fenêtre circulaire, et une autre plaque qui dit qu'elle a été construite en 1782. On parle de l'agrandissement de l'ajout des bas-côtés qu'ils appellent. Et voici les sculpteurs qui ont travaillé à la décoration intérieure. Et c'est un bien classé patrimonial. On a refait les pierres autour des entrées en utilisant de la pierre de taille et des portes à panneaux. Il y a une pierre au-dessus de la clé de voûte de la porte centrale où c'est écrit 1783. Alors, c'est en plein milieu de la construction. Ça a commencé en 81. Ça s'est terminé en 87. Il faut croire en 1783. Il était rendu à construire, à poser cette pierre-là. Et voici la statue de Sainte-Geneviève qui est cachée derrière une clôture de broche pour empêcher les pigeons d'aller la salir. Une statue de Notre-Dame du Cap à l'intérieur. Voici le merveilleux plafond au-dessus du chœur
avec un motif irradiant à partir du centre où on retrouve le triangle de la Sainte Trinité. Et voici le maître-autel avec le tableau derrière et la décoration du temps de Noël. Alors, ça conclut ma conférence pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné le goût d'apprécier le patrimoine local. Vous savez, il ne faut pas avoir peur de s'en approcher, hein, de toucher les vieilles pierres, d'humer l'odeur des vénérables poutres en bois. Enfin, remercions nos ancêtres de nous avoir légué autant de beaux et précieux trésors. Merci beaucoup. Si vous avez des commentaires ou des questions, je suis là pour y répondre. Monsieur Boudreau. Oui. Wilfrid Lanois. Oui, bonjour, Monsieur Lanois. Je vous fais mes salutations amicales, puis je vous dis bravo pour votre présentation, fort intéressante. Merci. Très, très instructive. Vous avez mentionné l'espace où est l'église Sainte-Geneviève. Dans la légende populaire, on appelle ça le trou de beigne. Le quoi? Le trou de beigne. Ah. Un trou de beigne comme en pâtisserie. Parce que c'est vrai que ce petit territoire-là, qui est enclavé dans la ville, ça appartient à Sainte-Geneviève de Berthier, parce qu'on sait qu'on a deux entités municipales, la ville et la municipalité de Sainte-Geneviève, mais au point de vue religieux, nous avons une seule paroisse religieuse. Puis le trou de beigne, ce qui est assez amusant, apparemment, si on faisait l'arpentage, il passerait probablement au milieu d'une table à dîner dans la résidence du chanoine du Montier. Donc, dépendamment, si vous vous installez au bout d'une table, vous mangez à Berthierville. Si à l'autre repas, vous vous installez à l'autre bout de la table, vous mangez à Sainte-Geneviève de Berthier. Autre chose, M. Lanois? Oh, autre chose, je ne veux pas prendre trop de temps d'antenne, sauf que vous savez que notre pont couvert, il a été cité par notre municipalité, il est plus que centenaire, il est unique, il a une valeur historique, et comme vous avez mentionné tantôt, pour certains monuments, ce qui est important pour lui, il a aussi une valeur d'usage. Ça, c'est un point fort pour lui. D'accord. Le seul pont couvert qui reste dans toute la région lanaudière, comme vous l'avez mentionné, il y en a déjà eu 22. Parce qu'à l'époque, oui, c'est vrai. On construisait ça en grande quantité. Et puis, il en reste qu'un seul dans les 6 MRC qui composent le territoire de la région 14, la région lanaudière. Alors, il y a de quoi être fier de ce patrimoine-là parce qu'il y a un élément de rareté. À chaque année, il tombe des ponts couverts. Donc, c'est comme les fromages ou les bons vins. C'est un patrimoine de gamme, c'est-à-dire d'année en année, il prend de la valeur. Bon, j'ai assez parlé, là. Je laisse la tribune à d'autres. Bravo encore une fois. Monsieur Boudreau, si je peux me permettre, moi, je veux vous féliciter. Il y a beaucoup de recherche et de travail dans votre présentation, puis beaucoup de connaissances. Puis merci de nous partager votre passion. Et donc, on voit que vous connaissez votre matière et que vous êtes passionné. Alors, merci pour votre bon travail. Mais ça me fait bien plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Oui, M. Boudreau. Oui, M. Belland. Oui, de mon côté aussi, je vous dis merci. J'aurais une question, peut-être une mise à jour, si vous savez la réponse, concernant le monastère des Sœurs. Savez-vous qu'est-ce qui en arrive? Est-ce que les projets sont sur la glace? Est-ce qu'il va arriver quelque chose avec ce beau bâtiment-là? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a un groupe de citoyens mené par Maître Sylvestre qui a milité beaucoup pour que le bâtiment soit classé patrimonial. Mais depuis ce temps-là, on n'entend pas trop parler. Je ne sais pas ce qui se passe. D'accord. J'ai l'impression qu'aux élections municipales de Berthierville, au mois de novembre prochain, il va sans doute être un des sujets débattus. Je pense. Je trouverais ça abominable que ce soit démoli. Oui, effectivement. Merci encore pour la présentation. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou questions?
Oui, merci beaucoup, M. Boudreau. C'était très intéressant. Ça nous fait découvrir encore bien des choses sur notre patrimoine de Berthier. La prochaine conférence, je vous le dis tout de suite, ça va porter sur Lanoraie, la Valtrie et l'île du Pas. Il reste à déterminer la date, mais ça va porter sur ces trois municipalités-là. Si jamais les gens veulent, quand la publicité va être faite, habituellement on la partage sur Facebook, sur notre site Internet, ou si jamais, je pense que tout le monde parmi vous recevez mes nombreux courriels des activités. Si jamais il y a une personne qui n'est pas inscrite et qui aimerait ça recevoir nos publicités des activités, vous avez juste à rester en ligne après. Je vais vous donner mon adresse courriel pour que je puisse vous inscrire dans la liste d'envoi des courriels. Permettrez-vous une intervention ici? Oui. Wilfrid Lanois, M. Boudreau, ou Mme Julie, est-ce qu'il va être possible de refaire un visionnement sur notre ordinateur, ou bien si c'est chasse bien gardée puis ça va dans les archives? Non, c'est possible. On va la présentation est enregistrée. Par la suite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur Facebook, puis elle va être sur notre page YouTube. Tous les ateliers, toutes les présentations virtuelles se retrouvent sur notre page YouTube, sur notre site Internet aussi, là. Donc, le lien va être là pour aller direct sur la page YouTube. Donc, c'est certain que pour ceux qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui, c'est certain qu'on enregistre et qu'on le fait partager le plus de monde possible. Puis à CTRB aussi, je pense que vous pouvez le visionner. Habituellement, on envoie le vidéo à CTRB aussi, donc ils font la présentation aussi. Parfait, merci. C'est ça que vous allez pouvoir revoir. Merci beaucoup. Alors voilà. Très bien, à la prochaine. Alors merci tout le monde. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir été là, puis on se reprend.